sur les politiques. Quel est le regard que vous avez justement du contexte burkinabé en termes de liberté d'expression? On n'a jamais mené Norbert au tribunal parce qu'un article qu'il avait écrit était faux. Mais rares font de la politique. La nature est la horreur du vide. La mort du journaliste kamikaze parce qu'il a pratiquement offert sa vie pour qu'il y ait un changement. Nombreux ont de la prétention. Mais rares prennent des positions. Qui a été intermédiaire? Nombreux font des jugements. Mais rares ont la justesse. Toutes les femmes se battent autant que les hommes. Mais je dirais aussi qu'il y a des ministres hommes qui ne sont pas compétents mais qui sont là quand même. Ou bien. Mais quand l'actualité devient l'objet... Normalement, la notion bien comprise de laïcité permet un équilibre des confessions religieuses à l'intérieur d'un espace républicain. Tous deviennent sujets. Cette conscience de savoir que l'autre découle de nous, ça crée naturellement en vous un sentiment de paix et ça tue tout sentiment de guerre. Le tribunal de l'actualité, c'est du lundi au vendredi à 8h et rediffusé les mêmes jours à 22h. Le tribunal de l'actualité, c'est avec Loukman Sanfo, Bernard Boukma et Geoffroy Vara. C'est de lundi au vendredi de 8h à 9h, simultanément sur Watt FM 100.8 et sur Tree TV, la télé interactive, et rediffusée à 22h. Le tribunal de l'actualité ne condamnait plus l'info sans l'avoir jugé. Tree TV, la télé interactive. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les différentes plateformes de suivi de cette émission, le tribunal de l'actualité. Rendez-vous où sont jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation. Nous sommes mardi, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième convocation de la semaine. Bienvenue à tous et à toutes. Le journaliste André Froussard a dit ceci: tout l'art du dialogue politique consiste à parler tout seul à tour de rôle. Tout l'art du dialogue politique consiste à parler tout seul, à tour de rôle. Bonne méditation en cette journée du mardi 16 juillet 2019 et bienvenue au tribunal de l'actualité. Je suis le président Loukman Sanfo. Bonjour monsieur Vaha, bonjour monsieur Boukman. Allez-y. Merci bien. Bonjour Geoffroy, bonjour président Sanfo, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Boukma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Vous faites office de juge au siège à cette émission, le tribunal de l'actualité. Merci également à toute l'équipe de réalisation de ce programme qui vous permet de nous suivre à travers Watt FM, Tree TV, puis Radio LPC de la Soutien Kodogo et surtout la plateforme en ligne infowakat.net. Bienvenue à tous. Alors, comme vous le savez, la classe politique burkinabé est en pleine concertation à l'initiative donc du président du Faso qui est celle d'engager un processus de dialogue politique inclusif de tous les partis et formations politiques de Burkina afin de se pencher sur les questions politiques de l'heure et d'intérêt national. Et à cet effet donc le cadre de concertation des organisations féminines en collaboration avec les organisations de défense des droits humains du Burkina Faso entendent jouer à cette occasion précise leur devoir de, en tout cas citoyen de veille, de contrôle de l'action publique. Ils ont organisé à l'occasion d'une conférence de presse hier et invitant donc le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, à impliquer équitablement les femmes dans la gestion des affaires publiques et des instances décisionnelles. Il y a eu à cette occasion un appel dit des femmes aux membres, à l'endroit en tout cas des membres de ce dialogue politique. On en parle avec l'une des organisations justement qui lutte aux côtés des femmes et pour la cause des femmes. C'est le Centre d'information et de formation en matière de droits des humains en Afrique, le CIFDA, représenté ce matin par son directeur exécutif, M. Urbain Yamoigo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Président, merci de recevoir le multirécidiviste que je suis. Et d'entrée de jeu, je m'incline devant votre barre en espérant que les juges feront preuve de clémence à mon égard. Merci de votre disponibilité à ce rendez-vous de ce matin. Mesdames, Messieurs, tout de suite et maintenant nous prenons les avant-propos des juges au siège. Voilà, avant d'auditionner notre convoqué ce matin,
Nous passons la parole aux deux juges du siège pour que chacun puisse donner un regard croisé sur l'actualité nationale et internationale. Commençons par Geoffroy Vahar. Merci Président, c'est vrai que j'étais dans mes papiers. Ce qui va m'intéresser ce matin, c'est la nouvelle qui est tombée hier et je pense que ça a été confirmé par le procureur du Faso, Maïsa Sérémé. Et c'est sur les 11 personnes décédées à l'unité antidrogue de la police nationale. Des personnes qui étaient donc en garde à vue. Selon certaines informations, en tout cas, c'est des personnes qui étaient au cœur des réseaux de drogue, consommateurs, revendeurs, voilà. Donc sur lesquels les filets ont été mis et voilà. Mais ça pose beaucoup de questions. C'est-à-dire, c'est vrai que on nous dit qu'il y a comment dire cela, il y a des autopsies qui sont en train de se faire et donc on saura l'origine du décès. Mais franchement, ça pose énormément de questions. On nous parle de 11 personnes, c'est sûr que c'est dans la même cellule. Il y avait combien d'autres déjà dedans? Et selon certaines informations, si on parle de personnes gardées à vue alors que bon, les proches même ne sont même pas au courant, ne sont pas vraiment informés. Il y a beaucoup de questions que cela suscite. Et puis depuis combien de temps ces personnes-là sont en garde à vue? Parce qu'on sait aussi comment souvent ces mesures-là s'étendent alors que c'est encadré. Donc il y a beaucoup de questions qui vont rester en suspens. Je pense que on a nos droits de l'homiste, comme on les appelle, qui seront vigilants sur la question. On veut avoir des éléments. Et puis, s'il y a des responsabilités, il faut les fixer assez rapidement. Maintenant, je me dis, quand on dit garde à vue, c'est pour que vous puissiez être mis à disposition et pour pouvoir au moins apporter votre contribution pour que la vérité puisse luire. Donc, ça veut dire que vous êtes bien surveillé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui n'a pas joué son rôle? Il y en a qui parlent de substances ingurgitées, mais comment est-ce qu'on peut en avoir accès à l'intérieur? Il y a beaucoup de questions, mais sûrement que avec le travail des légistes, on pourra avoir déjà tenu le bout, déjà un bon bout de ce que pourrait être la vérité dans cette affaire. Mais il y a une question de responsabilité. Lorsque vous êtes sous la coupe de quelqu'un, vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un. Quand quelque chose de grave comme ça arrive, moi il y a des mesures d'abord qui se prennent. Et pour moi ce qui est arrivé est très grave. Surtout qu'on connaît comment sont nos violons. Le nombre de personnes qu'on y trouve souvent est presque en parquet. Donc aujourd'hui je dis ça, ce qui s'est passé c'est assez grave. C'est assez grave. Vous ne le dites pas mieux que les organisations de défense des droits de l'homme, c'est si grave. On sait voir certainement un développement de cette affaire les jours à venir et nous allons nous y intéresser. Et peut-être que Urbain Amogo qui est sur le plateau va pouvoir donner un mot en attendant. Ben Abougma, votre avant-propos du jour. Alors mon avant-propos est en lien avec le sujet enrôlé, mais étant donné qu'ils sont là pour un appel, c'est peut-être qu'on n'en parlera pas. C'est la phrase du président du Faso qui a retenu mon attention. Donc le chef de l'État dit, je cite, « La question du pouvoir devient secondaire dans le contexte actuel où c'est l'existence même de notre État, de sa cohésion et de son unité qui sont posées. » Fin de citation. Donc effectivement, nous sommes à une étape où on devrait pouvoir sacrifier nos petites ambitions pour passer à l'essentiel, donc sauvegarder l'intérêt de la nation. Donc la question du pouvoir, effectivement, il dit, ça devient secondaire dans ce contexte-là. Donc c'est une belle interpellation et de mon point de vue, c'est en même temps, ça doit sonner comme une bonne prise de conscience de toute la classe politique burkinabé, tout bord ou toute idéologie confondue, parce que c'est l'existence même qui se pose. Hier, on a reçu quelqu'un qui est un expert dans les questions de catastrophes. Donc dans les simulations, vous voyez que l'OMS dit que nous sommes au stade 2. Alors, quand on parle de stade 2 au niveau de l'humanitaire, les initiés savent à quelle étape nous sommes. Donc c'est sûr également que nos gouvernants ou nos politiques doivent savoir à quel niveau nous sommes. Parce qu'en même temps, vous avez ces déplacés internes, donc il y a un problème humanitaire, mais il y a la question aussi du climat qui peut également, à un moment donné, créer notre problème. Il faut gérer les deux. Qu'est-ce qu'on fait effectivement dans ces conditions? Sans oublier que ces déplacés qui ont laissé leur lopin de terre risquent de ne pas semer. Ceux qui ont semé parfois ne récoltent pas gros, n'en parlons pas de ceux qui n'ont pas semé. Donc il y a à prévoir une prise en charge aujourd'hui de plus de 200 000 personnes. Ça c'est pour le moment.
Donc on ne sait pas ce que ça va donner après. Donc ici, je dis, ça sonne comme une prise de conscience de toute la classe politique. Ça devrait sonner en tout cas. Que la parole du chef de l'État soit entendue et qu'en face ou de l'autre côté, chacun donne de la bonne foi et de la sincérité et de la franchise. En lien également avec, là je pense qu'il y a un des grands absents à ce round-là, c'est M. Ablassé Ouedraogo, qui n'y est pas, alors que lui il est codère. Donc, compte tenu aussi de la configuration de l'opposition, voilà, alors que c'est un grand monsieur aussi qui était l'habitude de ces gens de rendez-vous, bon, quand même qui va manquer à l'appel. Voilà, c'était ça mon avant-propos. D'accord, merci à tous les deux. Je pense que je peux faire la passe à Hubert Yamoyogo sur l'avant-propos de Geoffroy, puisque vous êtes en même temps un des défenseurs des droits humains. Sur la question des morts suspectes, quelle est l'attitude de vos organisations de la société civile sur ces questions-là, rapidement? Alors, je voudrais vous remercier et rebondir justement sur la question pour dire que c'est avec stupéfaction que nous avons appris le drame qui est survenu donc au niveau de l'unité antidrogue de Ouagadougou et qui a vu la mort de 11 personnes qui étaient en garde à vue. Comme M. Vaal l'a si bien dit, lorsque vous vous retrouvez donc en garde à vue, ça veut dire que vous êtes privé temporairement donc de votre liberté et vous êtes sous bonne garde en attendant éventuellement d'être présenté donc au procureur pour votre inculpation. Et il appartient aux autorités qui assurent votre garde à vue de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver la vie et la sécurité de toutes les personnes qui sont entre leurs mains. C'est pour cela d'ailleurs que même dans certaines circonstances, on mettra les dispositions nécessaires pour éviter qu'une personne éventuellement se suicide, si tant est qu'on sent une volonté de l'intéressé de se suicider. Et encore davantage, lorsque vous allez de façon pratique au sein d'un commissariat pour donner à manger à quelqu'un, on prend le soin pour vous qui avez amené le repas de vous le faire goûter. C'est pour éventuellement éviter que quelqu'un qui est mal intentionné, qui voudrait faire du mal aux personnes gardées à vue, si tant est que ces personnes-là, par exemple, peuvent constituer un risque donc pour des personnes extérieures, que ces gens ne puissent être empoisonnés. Donc, nous nous posons la question, au même titre que tous les acteurs, sur pourquoi est-ce que ce drame est arrivé, et nous espérons que très très rapidement, nous allons pouvoir avoir donc au moins un début de réponse. Et ça me permet d'ailleurs de rappeler que lors de l'examen donc du Code de procédure pénale, nous avions tenté, malheureusement sans succès, de faire passer un amendement visant à permettre donc aux organisations de la société civile de pouvoir se saisir de certaines questions et de pouvoir éventuellement se porter partie civile. Si notre amendement avait été accepté, je pense que le CIFDA, comme d'autres organisations, aurait pu dès maintenant donc se constituer partie civile pour voir ce qu'elle peut faire donc pour que la lumière puisse être faite. Mais malheureusement, dans les circonstances actuelles, nous sommes simples observateurs et à la disposition donc des membres donc de leur famille, de leurs ayants droit, pour éventuellement les orienter vers les institutions les plus pertinentes donc pour avoir et la vérité et la justice. D'accord, nous allons suivre de très près cette affaire et puis nous pourrons avoir recours à vous les jours à venir quant à l'appréciation des conclusions justement de cette enquête sur cet incident. On va laisser cet événement. Merci déjà. Alors on va maintenant parler de ce cadre, ce dialogue politique qui se tient à l'initiative du président du FASO Roch-Marc Christian Kaboré, qui est cette initiative d'engager un dialogue politique inclusif avec tous les acteurs politiques et afin de se pencher sur les questions politiques de l'heure et d'intérêt national. Alors, comme annoncé, le cadre de concertation des organisations féminines en collaboration avec des organisations de défense des droits de l'homme entendent jouer pleinement leur rôle à cette occasion précise, un devoir de veille citoyen, on va dire comme ça, veille citoyenne et puis de contrôle de l'action publique. Alors, hier, il y a eu une conférence de presse à l'occasion justement de cet événement d'une haute importance, afin d'appeler le président du FASO à impliquer équitablement les femmes dans la gestion des affaires publiques et des instances décisionnelles. Et donc, un appel appel des femmes à l'endroit des membres de ce dialogue politique national. Et donc, vous êtes aux côtés
de ces femmes, pour ne pas dire vous êtes avec les femmes dans cette lutte-là. On va parler justement de l'engagement du CIFDA parce que c'est pour l'une des premières fois qu'on aborde de façon franche les questions liées aux causes féminines avec un homme. Alors dites-nous, quel est le sens de votre engagement en tant que CIFDA aujourd'hui aux côtés des femmes? Je dois vous remercier justement de faire appel à un homme pour parler des questions de femmes. Parce qu'on a souvent tendance à penser que la question des femmes n'intéresse que les femmes. Alors que bien au contraire, la question des femmes, de leurs droits, intéresse tout autant les femmes que les hommes. Alors, pour ce qui est de la justification donc, de notre engagement, il faut le dire que dès sa création, la question de la promotion du genre a toujours fait partie des missions du CIFDA. Et je dois rappeler d'ailleurs que en 2010, immédiatement après notre création, la toute première responsable donc, du CIFDA a été une femme, Madame Lydia Zanga-Ouedraogo, pour ne pas la citer. Elle a présidé aux destinées du CIFDA de 2010 à 2015. Aujourd'hui, au sein du CIFDA, sur un conseil d'administration donc de 5 personnes, 2 sont des femmes. En plus de cela, je dois rappeler que entre 2017 et 2018, nous avons mené un projet justement de sensibilisation sur la question donc du leadership féminin, ce qui nous a amené notamment à réaliser donc un film intitulé Histoire de femmes pour montrer aux jeunes, filles comme garçons, des modèles de succès qui sont des femmes, aussi bien au sein des institutions internationales, aussi bien au sein du milieu des affaires que au sein des institutions académiques, dans le domaine de la santé et dans divers autres domaines, pour montrer ces femmes-là en exemple et inciter naturellement les filles à savoir que tout est possible, y compris pour elles aussi. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une première pour nous, en tant que CIFDA, de nous impliquer sur les questions liées à la femme. Je dois d'ailleurs ajouter que, en 2017, nous avons participé au processus donc, de revue du Burkina Faso devant le comité CEDEF, qui est le comité qui est garant de la mise en œuvre donc, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Donc non seulement nous avons élaboré nous-mêmes un rapport alternatif avec la clinique internationale de défense des droits humains, mais nous avons accompagné aussi la coalition CEDEF au Burkina Faso dans l'élaboration donc de ce rapport alternatif et nous avons participé donc à la session donc, qui a vu l'examen du 7e rapport du Burkina Faso. Et nous travaillons naturellement à la mise en œuvre effective des recommandations qui sont issues donc de cet examen-là. Et nous avons aussi évoqué la question de la participation politique donc des femmes dans le cadre donc de la revue du Burkina Faso devant le comité des droits de l'homme en 2016 plutôt. Et des recommandations ont été faites. Nous aurons l'occasion, j'espère, de revenir sur ces recommandations-là. Donc c'est vous dire que se prononcer sur ces questions n'est pas une chose nouvelle pour le CIFDA, bien au contraire, nous nous inscrivons pleinement dans notre mission. Et donc, d'accord, on comprendra que votre engagement sur la question n'est pas nouveau en soi, mais sauf que hier, quand on voyait le président de cette conférence de presse, il y avait que des femmes sur le podium, on va dire, et aujourd'hui, quand on les a saisies pour qu'elles viennent s'exprimer à cette occasion, elles disent que nous désignons Ulma Yamouego pour venir s'exprimer. C'est quoi? Est-ce c'est-à-dire que les femmes n'ont plus la voix aussi forte pour porter la cause? Non, loin de là. Il faut dire que c'est vrai que la conférence de presse et la multitude donc, des activités qui vont être déployées donc, dans les jours à venir sont portées d'abord et avant tout par cette coordination nationale, donc cette plateforme nationale qui a été mise en place et qui concerne d'abord et avant tout les organisations féminines. Mais dans le cadre de leurs activités, elles sont amenées donc à nouer des partenariats avec des organisations qui interviennent sur toutes ces questions-là. Si le CIFDA n'est pas une organisation féminine, le CIFDA est une organisation de promotion et de défense des droits humains. Et la question du genre, la question de la participation politique des femmes à la gestion des affaires publiques est une question d'intérêt pour nous.
Et notre engagement est lié aussi au fait que, il faut le dire, la question des droits de la femme est avant tout une question de droits humains, tout court. Donc toute organisation travaillant sur les questions de droits humains devrait être en mesure justement de soutenir donc cette cause-là. Et puis, je pense qu'il ne faut pas réduire cette question uniquement aux femmes. Donc s'il n'y avait qu'une femme devant votre bar pour parler des questions de femmes, on pourrait être amené à dire ben, c'est tout à fait normal, elle défend son affaire. Mais étant un homme, je pense que me prononcer aussi sur les questions de femmes ne me rend pas moins légitime. Mais oui, est-ce qu'il n'y avait pas une erreur de départ? Est-ce qu'on n'ont pas trop féminisé la lutte au départ et se rendre compte aujourd'hui qu'il y a blocage, il y a une certaine prédisposition naturelle des choses à ne pas accepter, à ne pas entendre cette parole-là? Aucunement. Bien au contraire, je pense que les gens n'arrivent peut-être pas à saisir comme il se doit les acteurs qui sont impliqués en fait sur ces luttes-là, et on a tendance à entendre ces questions que de la bouche des femmes. Si vous prenez la coalition CEDEF, qui travaille donc sur les questions donc du droit de la femme et qui réunit aussi les organisations féminines donc du Burkina Faso, vous verrez qu'au sein de cette coalition-là, il y a aussi des hommes qui assument des responsabilités. Et c'est l'occasion d'ailleurs pour moi de vous inviter, vous, Président, à vous saisir aussi de cette question et éventuellement à vous engager vous-même, et ça vous permettra de vous rendre compte qu'il n'y a pas que des femmes qui travaillent sur les questions de droits de la femme. Et en tout cas, j'espère pouvoir témoigner de votre engagement lors de mon prochain passage. Merci pour le plaidoyer déjà. Geoffroy Vara, je vous passe la parole. D'accord, merci. Je vois que pour ce qui est donc de la rencontre qu'il y a, on peut parler de rencontre de haut niveau, vous voulez que certaines questions soient introduites et que cela soit abordé ici et maintenant. Alors qu'on sait que lorsqu'on parle de la vie de la nation, on a entendu hier lors du point de presse poser le problème même de la question de l'accès aux femmes ou de la représentativité des femmes en politique comme étant un problème de gouvernance. Donc quand on le pose comme ça, ça veut dire que c'est très très important. Mais en même temps aussi, on a, quoi qu'on dise aussi, des partis politiques, on a un président, mais qui sont sur des sujets très chauds. Parce qu'on est en train de parler de 2020. Vous savez quels sont les points d'achoppement pour ce qui est même des documents de votation. On parle des questions de sécurité. C'est-à-dire que c'est je ne parle pas de sujets importants, de moins importants, mais il y a des sujets très chauds sur lesquels ils sont. Vous pensez que il y aura oreille attentive lorsque on a des gens qui sont autour d'une même table, mais qui sont sur des sujets d'abord prégnants? Alors, je dois dire que c'est pas nous qui avons choisi de reverser au titre donc du dialogue politique la question de la participation politique donc des femmes. C'est l'autorité politique, c'est le président du Faso, et c'est sans doute en concertation avec l'opposition politique que la question a été reversée à ce dialogue politique-là. Je dois rappeler que à l'issue donc des différentes recommandations faites donc par les organes de traité, le Burkina Faso s'était engagé dans un processus de relecture donc de la loi 010/2009 AN portant sur le quota genre. Des rencontres ont été organisées, des ateliers, et à l'issue de cela, il y a un projet de loi qui était sur la table, qui ne demandait qu'à être enrôlé en Conseil des ministres, transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Mais à notre, je dirais pas grand désarroi, mais en tout cas, à notre surprise, cette question a été mise en stand-by, et c'est par la suite donc que nous avons appris que le président du Faso a choisi justement de reverser cette question-là au cœur du dialogue politique. On peut se poser la question, est-ce que cela sied ou pas? Nous ne sommes pas contre le fait justement que l'on puisse traiter de ces questions dans le cadre donc du dialogue politique, parce que effectivement ce n'est pas une question qui se résume au président du Faso ou à la majorité actuelle. Bien au contraire, c'est une question qui doit toucher l'ensemble donc de la classe politique. Et donc
travailler à ce qu'il puisse y avoir éventuellement un consensus autour de cette question-là, pour nous, peut laisser espérer que ça puisse aller dans le bon sens. Mais en même temps, vous le dites si bien, cette question va être abordée en même temps que des questions brûlantes de l'heure. Ce sont les questions liées à la sécurité nationale. Et donc notre crainte, c'est que si nous ne donnons pas de la voix, la question de la participation politique des femmes, qui est pourtant inscrite à l'ordre du jour, risque d'être abordée de façon élusive. Et c'est pour cela que nous, en tant qu'acteurs intervenant sur ces questions, nous avons tenu à donner de la voix, à faire valoir aussi nos propositions et les différentes options qui sont sur la table, en espérant que ce soit du côté de la majorité ou du côté de l'opposition, l'ensemble des acteurs politiques fassent siennes ces propositions-là et puissent permettre justement d'aller vers un consensus. Deuxième élément, je sais qu'on va venir là-dessus dans le détail, mais pour ceux qui nous écoutent, parce que ce qui est questionné, c'est comment dire ça, c'est la loi du 16 avril, et pour lequel on demande une relecture. Qu'est-ce qui doit être apporté à la question du quota? Peut-être succinctement, c'est vrai qu'on va arriver dans le détail après là-dessus, succinctement pour que je puisse poser aussi une autre question. Ok. D'abord, vous constaterez que depuis l'adoption de la loi en 2009, cette loi a été appliquée de façon biaisée. L'objectif premier était de faire de telle sorte qu'il puisse y avoir une représentation suffisante des femmes au sein des instances de décision, notamment au Parlement, au sein des exécutifs municipaux, pour leur permettre d'influencer positivement les décisions politiques. Et on estime que pour pouvoir exercer une influence, il faut minimalement une représentation à hauteur de 30%. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que dans cette loi, en réalité, ce qui a été prévu, c'est plutôt une représentation à hauteur de 30% dans la liste des candidats à déposer. Et il n'y a aucune obligation liée au positionnement des femmes. Ce qui fait que, finalement, vous avez peut-être, pour certains partis qui ont essayé de faire l'effort, une représentation qui toise les 30%, mais la plupart des femmes ont été positionnées en queue de liste, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale du Burkina Faso, sur 127 députés, on se retrouve avec seulement 18 femmes. 18 femmes, soit même pas 20%, peut-être 20-21%. Et cela est déplorable. Quand vous prenez des pays comme le Sénégal a environ près de 43%. Et je crois que c'est 41% pour l'actuelle législature, mais auparavant, c'est 43% de députés sénégalais qui sont des femmes. Et donc, cela, grâce à la loi au Sénégal sur la parité. C'est important. Le quota, pour moi, c'est pas ambitieux. 30%, c'est pas ambitieux. Bien au contraire, je pense que ce qu'il faut plutôt prévoir dans la liste des candidatures, c'est d'une part la parité et ce qu'on appelle les listes zébrées, c'est-à-dire une alternance entre les sexes. Quand il y a un homme qui est positionné en tête de liste, que la personne qui va suivre soit de l'autre sexe opposé, c'est-à-dire une femme. Et faire de telle sorte aussi qu'il y ait une alternance entre les titulaires et les suppléants. Et si on fait cela, cela va nous permettre justement d'aboutir à une situation où les femmes seront suffisamment représentées à l'Assemblée nationale. Sinon, on aura par exemple sur une liste de 10, on aura 5 hommes qui vont être positionnés en tête, et puis 5 femmes qui vont être positionnées à la queue, par exemple les listes nationales. Et s'il n'y a que 5, si vous n'obtenez que 5 députés sur la liste nationale, ça veut dire que ça serait uniquement 5 hommes. Et
Et naturellement, ce n'est pas ce que nous recherchons. Bien au contraire, ce que nous recherchons, c'est de faire de telle sorte que les femmes puissent bénéficier d'une chance égale d'être représentées au sein des instances de décision, à l'Assemblée nationale, au sein des conseils municipaux et au-delà, même au niveau du gouvernement. Le président du Faso avait pris d'ailleurs l'engagement le 8 mars 2018 de faire de telle sorte que au prochain remaniement donc gouvernemental, il puisse y avoir au moins 30% de femmes. Et qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que 21% de femmes sur 32 membres donc, du gouvernement. Lorsque vous prenez les postes de responsabilité comme les ambassadeurs, sur 29 ambassadeurs nommés par le Burkina Faso, on a à peine 6-7 femmes. En réalité, si vous prenez les présidents d'institutions, on constate que il n'y a à peine que 2 ou 3. J'ai en mémoire Madame le médiateur du Faso, j'ai en mémoire donc la présidente donc, de la commission de l'informatique et des libertés, et je ne sais pas s'il y a d'autres femmes présidentes d'institutions, et cela se reflète aussi au niveau des directions ou des présidences donc, des entreprises publiques. Est-ce que vous pouvez me citer une seule femme qui est présidente donc, du conseil d'administration d'une entreprise publique ou directrice générale? Bon, il y a récemment donc, la directrice générale donc, de la CAMEC qui a été nommée. En dehors d'elle, est-ce que vous voyez véritablement les femmes représentées? Et comment voulez-vous que nos filles puissent avoir donc, des exemples qui les inspire? Bon, j'ai dit quelles sont les insuffisances. Vous avez parlé des insuffisances, la relecture que vous vouliez. Bon, vous n'en avez pas trop parlé, mais comme je pense qu'on va revenir là-dessus, on aura le temps de s'étaler. Et bien, pour certains, est-ce qu'il ne faut pas tirer la leçon de ce que les restrictions comme le quota ne portent pas les résultats escomptés, et que, en définitive, ça ne sert que de faire valoir, parce qu'à la fin, vous le disiez tout à l'heure, on inscrit sur des listes juste pour justifier qu'on a 30% de femmes sur des listes, mais à la fin, il y a un jeu de réalisme qui est celui politique aussi, parce que, quoi qu'on dise, ça peut se défendre sur le poste nominatif ou l'incitation. Je pense qu'on est un peu plus large dans la politique et la stratégie qu'on veut asseoir, mais lorsqu'on est dans des électifs, derrière c'est la politique, derrière c'est de l'argent qui a été mis, derrière c'est un investissement en temps, c'est un investissement en engagement, c'est une histoire que chacun a dans chacun des partis qui font des positionnements à la fin. Et donc là-bas c'est un peu plus corsé, c'est un peu plus compliqué. Et donc je dis, est-ce que c'est pas de tirer la leçon sur le cas électif, de se dire qu'il faut peut-être repenser la machine, de sorte à ce que, au lieu d'aller vers l'obligation de dire aux partis, vous devriez mettre tant de femmes, mais de dire aux femmes, il faut aussi que vous vous intéressiez à la chose. Quand j'ai dit la chose, pourquoi? Quand c'est nominatif, c'est pas les femmes compétentes qui manquent. Quand c'est électif, c'est pas les femmes compétentes qui manquent. Mais pourquoi est-ce qu'on ne les trouve pas? La plupart des partis politiques qu'on a qui passent ici, ils nous disent, à la vérité, c'est que quand vous tentez les réunions, vous tentez ceci, vous tentez cela, ça devient toujours compliqué. Et que quand vous appelez ces dernières, elles disent, ah, moi, vraiment, je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que, avec mes obligations, c'est ce qu'ils nous racontent. Et derrière, vous savez, quand on parle politique, regardez les partis, comment il y a des bagarres de chiffonniers aujourd'hui. Comment vous faites pour faire asseoir ces choses-là ex nihilo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne tenez pas compte de la réalité de ce qu'est un parti politique, de la réalité du positionnement en politique, qui n'est pas la même chose que le caractère nominatif, où je suis là, je décide de nommer, je regarde les compétences, je décide de faire comment dire cela, une discrimination positive. Il y a des compétences, je préfère une femme. En politique, c'est différent. Est-ce que ça s'est pris en compte? Vous savez, monsieur Va, moi je pense que il faut qu'à un moment donné, on s'extrait nous-mêmes du carcan social dans lequel on est au Burkina Faso, qui a tendance justement à penser que en politique, les femmes auraient, entre guillemets, moins de compétences que les hommes, et elles s'investissent. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit les femmes. Non, attention. Oui. Je préfère vous arrêter et reclarifier ce que j'ai dit. J'ai dit il y a des femmes compétentes. Tant
pour le milieu politique, dans l'aspect politique, que dans tout ce que vous voulez. Maintenant, à la réalité, c'est que ce que vous demandez, c'est plus facile quand il s'agit de postes nominatifs en termes de stratégie. Maintenant, quand on parle de politique, ça prend des aspects qui sont différents. C'est le jeu, c'est dans une sphère où il y a un jeu de bagarre, de chiffonnier, il y a un jeu d'intérêt, il y a un jeu d'engagement matériel, il y a plein de choses qui font les positionnements sur les listes, qui font qu'il y a des gens qui sont à ce point-là, parce qu'on estime que lui, c'est son bastion, tant que je l'ai, les prochaines consultations électorales, c'est sûr que je vais gagner. Il ne réfléchit pas à en mettre une femme, il réfléchit en comment je fais pour maîtriser mon bastion, comment je fais pour le garder. Mais vous savez, M. Vaha, c'est pour cela que les mesures spéciales temporaires qui sont prévues ou qui doivent être prévues doivent permettre de rééquilibrer la balance. Ça veut dire quoi? Quand on évoquait les possibilités de réforme, non seulement j'ai mis sur la table le fait que il faut exiger la parité dans la constitution des listes. Si on le fait, ça veut dire que dans une circonscription électorale, on aura aussi bien l'homme compétent, l'homme populaire, l'homme qui a tout fait pour en faire donc son bastion, que la femme aussi compétente, qui en a fait un bastion et qui va mobiliser suffisamment pour se faire élire. Mais si vous ne mettez pas les règles nécessaires, les mesures qui permettent déjà que la femme puisse être représentée dans la liste, croyez-moi, au résultat, ça sera la même chose. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que si on sanctionnait effectivement la non-représentation des femmes dans les listes, je pense que les partis politiques changeraient leur comportement. Et là, ce qu'on vous raconte n'est pas la réalité. Il y a énormément de femmes qui sont dans les partis politiques, qui sont disposées à se porter candidates, qui sont prêtes à donner de leur temps. S'il y en a d'ailleurs qui mobilisent le plus, généralement d'ailleurs ce sont les femmes. Pourquoi est-ce qu'on a tendance à aller dans les localités reculées mobiliser les femmes? Est-ce que ce sont des hommes qui partent chercher les femmes? Non. Ce sont des femmes qui vont chercher les autres femmes pour venir, malheureusement, être du bétail électoral pour des hommes. Donc, moi je pense que elles ont du temps et elles ont la capacité de faire face. Et je pense que dans notre pays, tout comme dans les autres pays où il y a de bons exemples, on a suffisamment les éléments nécessaires pour. Mais vous savez, ce que je pose, c'est le problème de la limite. Ce que je pose, c'est le problème de la limite aussi de l'approche. On va permettre à Juge Bougma de prendre la parole le temps de pouvoir revenir sur le débat, parce qu'il n'a pas encore eu droit à sa droit. Okay, merci. Je m'excuse pour la qualité de ma voix. Ce que le Geoffroy dit, c'est vrai. La réalité du terrain, vous avez, c'est des femmes qui mobilisent. Il ne passe pas des femmes pour avoir effectivement les voix. Mais sauf qu'effectivement, dans les localités reculées, les femmes même qui sont élues parfois conseillères municipales, qui exercent au niveau du conseil municipal, en réalité, l'exercent parfois par dérogation, par procuration. C'est monsieur qui envoie madame, écoute, moi-même je n'ai même pas le temps, donc bon, positionne madame, mais qui reçoit les instructions avant d'aller au conseil municipal. Elle mobilise, c'est vrai. Maintenant, quand il s'agit d'assumer les premiers rôles, soit le mari n'est pas d'accord qu'elle assume maintenant le premier rôle. Mais bon, si c'est pour vous dire les femmes dans l'association, oui, on lui confère cela. Donc il y a cette réalité-là aussi qui est là. Vous rencontrez des femmes politiques qui disent que ceux qui m'ont combattu, ce ne sont pas les hommes. Ce sont mes consoeurs qui m'ont combattu. Donc ce sont d'abord, nous-mêmes, d'abord nous les femmes qui nous combattons, qui mettons des bâtons dans les roues. Alors effectivement, en matière électorale, on positionne pour gagner. Et il y a également un contexte social qui est là. Ce n'est pas que la femme ne mobilise pas, ce n'est pas qu'elle n'est pas compétente, mais il y a des gens qui vous diront si c'est elle qui va être la tête de liste dans notre localité, il ne faut pas compter sur nous. Point. Ce n'est pas qu'elle ne mobilise pas, oui. Mais il y a des plaisanteries. Il se travaille aussi, il ne faut pas l'oublier. Monsieur mobilise à côté, il y a des partis politiques où vous avez une dame, vous avez un monsieur, qui sont tous des leaders à la base là-bas, mais la femme est plus cotée
que monsieur, mais comment on appelle ça, les têtes couronnées ou les grands électeurs, comme on les appelle, vont vous dire, écoutez, si c'est la femme qui va conduire notre localité là, vous pouvez la mettre en second, mais pas en première position. Vous la mettez, nous, on ne va pas, si c'est ça, on ne marche pas. Et vous faites quoi? Et c'est sûr, ces messieurs-là qu'il faut élire. Vous faites quoi? C'est ça cette réalité. Il y a ce contexte légalement qu'il faut évidemment prendre en compte. Parce que ça, c'est un élément important. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut continuer dans cette dynamique où systématiquement, quand il s'agit de positionner donc la femme, des soi-disant grands électeurs vont s'opposer? Moi, je pense que si on va rester dans cette dynamique, il y a plein de choses qu'on ne change pas. Est-ce que vous m'avez compris? Vous ne m'avez pas compris. J'ai même dit que il y a un travail à faire. Que vous dites, effectivement, il y a un travail à faire. Et c'est ce travail-là que nous faisons. Ce ne sont pas de soi-disant grands électeurs, ce sont des grands électeurs. Justement, c'est ce travail que nous faisons lorsque nous venons sur votre plateau, c'est d'expliquer pour que les gens comprennent. Est-ce que vous voyez? Quand vous dites le mari n'est pas d'accord, pourquoi le mari n'est pas d'accord? Naturellement, tout dépend. Si la représentation qu'on a de la femme en politique, c'est que c'est une femme prostituée, c'est que c'est une femme à la cuisse légère, la promotion... Non, je vous dis, je n'ai pas dit... On l'a pas dit sur le plateau. Non, c'est pas ce que vous avez dit sur le plateau. Mais dans l'imaginaire, j'allais dire, burkinabé, on sait généralement ce que les gens ont tendance à penser. Pour pouvoir être positionné, il faut sortir avec le responsable ou le responsable, par exemple, du parti ou je ne sais pas quoi, ou alors, en tout cas, être dans les bonnes grâces de... Non. Naturellement, si c'est ça, ou alors c'est une... Excusez-moi, permettez-moi d'aller de mon argumentation. Non, il va terminer. Si, par exemple, l'image de la femme engagée en politique, c'est une femme qui n'a pas de foyer, l'image de la femme engagée en politique, c'est que c'est une femme bandite, ainsi. Naturellement, si on développe cet imaginaire-là dans la tête des gens, naturellement, aucun homme ne voudra que sa femme aille en politique parce que il ne voudra pas que sa femme puisse s'exposer à cela. Donc il faut que nous puissions travailler déjà à changer cette mentalité-là. Ensuite, on dit les femmes se combattent, mais les hommes aussi se combattent. Pourquoi est-ce que c'est le fait que les femmes se combattent qui cause un problème? Elles sont en politique ensemble, elles ne sont pas obligées d'être solidaires dans le cadre du combat. On choisit celui qu'on veut ou celle qu'on veut soutenir. Donc les femmes se combattent, c'est normal, au même titre que les hommes se combattent. Et pour ce qui est du positionnement, moi je pense que les positionnements sont liés d'une part à la réalité sur le terrain, comme vous le dites, mais aussi c'est lié au fait que les textes le permettent. Donc tant que notre législation laissera libre les responsables des partis politiques de positionner qui ils veulent, comme ils veulent, naturellement les choses ne changeront pas. Mais si on met en place des mécanismes qui obligent les chefs de parti à positionner les femmes, qu'ils veuillent ou pas, naturellement, on aboutira à un résultat. C'est ce que nous sommes en train de dire. D'accord. En fait, M. Amegoune ne m'a pas compris bien. Vous savez que même les hommes traînent les mêmes clichés. Les hommes en politique traînent les mêmes clichés. C'est un corrompu, c'est un chercheur des femmes des gens. Mais ça n'empêche pas qu'on positionne les hommes. Non, j'arrive. Les hommes, effectivement, traînent les mêmes clichés. J'ai parlé des pesanteurs socioculturels qui font que l'homme a un avantage. Il a un avantage. Sinon, même l'homme qui est engagé en politique traîne les mêmes clichés. Donc, ça dit que c'est le milieu politique burkinabé qui doit être assaini dans l'ensemble. Voilà. Maintenant, on a une société qui est plus regardante sur les dérapages de la femme, qui est moins tolérante quand il s'agit de la femme, mais qui tolère quand il s'agit de l'homme. Donc ce sont des éléments effectivement à prendre en compte. Voilà. Donc ça dit que même l'homme traîne les mêmes clichés. Ce sont toujours les mêmes là, c'est eux qui nous volent, c'est eux qui nous pillent, c'est eux qui nous font, c'est eux qui font. Voilà. Maintenant, les hommes politiques même le disent. L'autre aspect c'est quoi? Même parmi et puis le contexte des partis politiques au Burkina Faso c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui a créé son parti, qui en a fait son business et qui appelle des collaborateurs qui financent, qui règnent sur son parti et qui classe qui veut, qui peut lui faire gagner. Donc il y a cette réalité, parce que vous avez des militants qui ne cotisent pas. Vous avez des militantes qui ne cotisent pas. Donc monsieur, c'est d'abord son business. Donc si vous voulez vous positionner, il y a un mérite à avoir. Mais l'autre aspect, même parmi les femmes qui
qui lutte pour l'amélioration effectivement de l'entrée de la femme en politique, pour la promotion au niveau des postes. Mais appelez-les pour les postes de responsabilité, elle refuse. Elle préfère animer les conférences pour dénoncer. J'en connais à Ouagadougou qui sont à l'aise quand il s'agit de dénoncer les violences faites aux femmes. La femme est mal positionnée. Mais elle-même, quand on l'appelle pour assumer une responsabilité, non, bon, vous savez, comme nous on est dans la société civile, il ne faut pas mélanger les choses. Et puis maintenant, sous cap, elles vous disent que, vous savez, vous allez aller là-bas, les politiciens là, et après, bon, vous ne pouvez plus faire quoi, c'est fini. Elle-même, elle calcule. Donc, elle n'arrive même pas à convaincre les autres de venir. Il y a cette réalité aussi qui est là. Je suis pas d'accord. Il y a un tableau avec plusieurs réalités là-dedans, monsieur Amigo. Je ne suis pas d'accord, monsieur Bouma. C'est votre droit. Moi, je pense que, oui, effectivement, je compte bien faire valoir mon droit. Vous savez, et d'ailleurs, c'est ressorti lorsque le Premier ministre Dabiré a été appelé donc, pour assumer donc, les responsabilités. Lorsque la question lui a été posée, pourquoi est-ce qu'il y a une faible représentation donc, des femmes dans votre gouvernement, il a dit qu'il a cherché, il n'en a pas trouvé. Il y a quand même 52% de femmes au Burkina Faso. J'en connais qui ont refusé. Oui, mais écoutez, j'en connais aussi qui ont refusé. Et si c'est la réalité? Non, laissez-moi vous dire, c'est quoi le critère qui a été mis en place justement pour faire appel aux femmes? Si naturellement vous ne voulez faire appel qu'à certaines femmes déterminées, écoutez, si elles sont amenées à refuser, vous n'allez pas aller voir ailleurs. Mais écoutez, il y a plusieurs... Que le Premier ministre vienne me voir. Mais c'est le même process qu'il a utilisé pour faire appel aux hommes. Non. Pourquoi faut-il qu'il y ait... Il y a beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de compétences aussi bien au niveau local du Burkina Faso que des femmes donc, qui sont dans la fonction publique internationale, qui nous défendent vaillamment et qui ont les compétences nécessaires pour pouvoir... Il a reconnu. Bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas appel? Donc ne dites pas qu'on appelle les femmes et puis elles ne viennent pas. Il y a un problème dans le débat commun. J'ai l'impression que chaque fois qu'on parle de la question de positionnement des femmes, on se pose en pour ou contre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont on entend parler sur le plateau, je veux qu'on se comprenne, pour moi c'est la stratégie pour y arriver. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure, la question du quota, est-ce que quand on voit, ça n'a pas même permis aux partis politiques de faire de ces femmes-là de faire valoir. C'est ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas des limites objectives? Est-ce qu'il ne faut pas se questionner sur comment est-ce qu'on y arrive, mais peut-être autrement? Déjà, à se dire qu'il y a une dynamique qui doit être volontariste. Il faut qu'on sente ces femmes-là. Il y en a. Moi, je pense que Mme Toé, que moi j'ai eu une interview pour qui j'ai eu beaucoup d'admiration, personnelle, qui a été candidate à la présidence, je suis désolé, quand j'ai discuté avec elle, je suis reparti avec un sentiment qui est différent de d'autres interviews que j'ai eues avec d'autres candidats. Peut-être c'est parce qu'elle c'est une femme, mais c'était autre chose. La volonté qu'elle a, j'ai pas senti ça chez beaucoup de personnes. Elle n'a pas attendu de quota pour ça. Je veux dire que il y a cet aspect sur lequel il faut travailler. Ou quand vous êtes nombreux à bousculer à la porte finit par céder. Mais la vérité, c'est que, ce que disait Bernard, c'était pesanteur. Mais si on ne bouscule pas, si on ne sent pas ça, et qu'on a l'impression que pour certaines femmes, et des fois on entend même les femmes dire ça, leur affaire là, c'est pas pour nous, hein. C'est pour se positionner, elles s'entendent différentes, c'est leur élite là, c'est pour se positionner, elles ne pensent pas à nous. Parce que la question de la politique, la question de la gestion de la cité, ça ne se résume pas seulement au Parlement. On a dans les mairies, on a dans ces petits concentrés de pouvoir décisionnel, où des fois, on ne parle même pas de la question du poids que ces femmes qu'on a en association, qui sont même très fortes dans les milieux ruraux, quand vous voyez ce qu'elles génèrent même en termes de fonds, la façon dont elles font vivre la cité, et elles ne sont pas appelées au caractère décisionnel. C'est comme ça que petit à petit on change la donne. Ce n'est pas forcément en se disant, bon, quand on a le quota là, ça c'est bon. C'est de ça que je parle. C'est la stratégie pour y arriver. Vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je pense que là où on n'est pas d'accord, c'est que vous êtes peut-être dans une dynamique d'analyse de la réalité, de description de la réalité, alors que nous sommes bien conscients de cette réalité, mais nous proposons une voie, une stratégie, justement, pour pouvoir faire face à cette réalité-là. Vous fermez plutôt les yeux sur la réalité. Non, on ne ferme pas les yeux. On ferme pas les yeux. Effectivement, quand on écoute les femmes, on a l'impression qu'il suffit de la loi seulement pour que les choses... Non, du tout. Déjà, avec un quota de 30%, on n'arrive pas à tenir. Vous voulez une parité. Écoutez, laissez-moi aller jusqu'au bout de mon raisonnement. D'abord,
nous disons, et je l'ai dit dès le début, la loi sur le quota a été biaisée. Très clairement. Parce que dans cette loi de 2009, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu un travail donc de relecture, on a parlé de 30% sur les listes des candidats. Et sans se préoccuper de la question du positionnement, on a vu ce que ça produit en termes de résultats. Et c'est pour cela que, tirant leçon de cela, nous proposons des réaménagements à la fois pour aller au-delà du quota de 30%, mais aussi pour s'intéresser au positionnement. Cela va permettre effectivement d'avoir du résultat à la fin. C'est très clair, c'est très net. C'est une stratégie. Et je dois ajouter d'ailleurs, lors du Forum national donc, sur l'autonomisation et la responsabilisation donc, des femmes, qui a été convoqué donc, par le président donc, de l'Assemblée nationale l'année dernière, des propositions sont ressorties aussi. Et il est ressorti notamment la possibilité de pouvoir envisager de créer des circonscriptions spéciales pour les femmes. Par exemple, en affectant pour chaque circonscription, c'est-à-dire chaque province, au moins une femme. De telle sorte qu'on ait, par exemple, qu'éventuellement, toutes les femmes de tous les partis politiques puissent compétir pour pouvoir remporter la place donc, du député qui est réservée aux femmes dans la circonscription. Ce qui n'empêche pas par ailleurs que pour les autres postes, elles puissent postuler. Si on le fait, on aura au sorti, qu'on le veuille ou non, au minimum 45 femmes qui seront députées à l'Assemblée nationale. Tout ça, ce sont des stratégies. Donc, ce sont des possibilités. Elles s'asseyent et puis la loi les pousse. Non, c'est pas qu'elles s'asseyent et puis la loi les pousse. Bien au contraire. Je pense quand même que vous connaissez le milieu associatif burkinabé. Non, je connais pas non, vous le connaissez. Ne faites pas semblant de ne pas connaître. Énormément donc de femmes en ont fait leur combat en tant qu'actrices donc de la société civile, et énormément de femmes qui militent au sein des partis politiques en ont fait aussi leur combat. Et d'ailleurs, c'est pour cela que... J'ai une question précise. Oui, il nous reste 3 minutes à passer ensemble. Vous avez pris tout à l'heure la question, le cas du Sénégal où il y a eu la parité. La loi même a été votée en 2010, je crois, sous Abdoulaye Wade. Il a fallu 9 ans que vous puissiez avoir ce pourcentage de 41%. Non, oui. Pas 9 ans. Pas 9 ans. 9 ans plus tard, on a 41%. Non, pas 9 ans plus tard. L'Assemblée nationale sénégalaise a 41% de femmes. Monsieur le Président, oui. Pas 9 ans plus tard. Bien au contraire, dès 2010, je dis bien dès 2010, c'est-à-dire il y a 9 ans, l'Assemblée nationale sénégalaise comptait 43,33% de députés sur 150 députés élus. Et c'est cette législature d'ailleurs qu'on est revenu à 41,82%. Pourquoi on n'a pas eu la parité à l'arrivée des résultats, par exemple? Non, pour plusieurs raisons. Parce que quand c'est une élection, d'abord. C'est pour ça que j'ai dit là, il y a une limite. Forcément, c'est une élection. Non, mais comprenez, naturellement, au résultat, il ne peut pas y avoir la parité parfaite. C'est pas possible. Parce que s'il faut, par exemple, s'il faut élire 2 députés, et que dans chacune donc, des provinces, il y a un homme qui est élu au niveau donc de la majorité et un homme au niveau de l'opposition, malheureusement au résultat ça sera pareil. Mais ce qui est choquant souvent, c'est que lorsqu'il faut souvent élire 2 députés, il y a un parti qui remporte l'ensemble des 2 députés et ce ne sont que des hommes. C'est comment on fait ce qui peuvent gagner. Ce que je fais pour permettre ce qu'ils peuvent gagner. Après, c'est ça le. Dans son discours, la limite depuis là. Moi, c'est ça que j'ai dit. Vous ne voulez pas peut-être parler de la réalité et d'adresser les questions à la réalité. On parle d'élection. Élection, c'est quoi? C'est des gens qui désignent. C'est des gens qui désignent. Pourquoi ne pas travailler sur la matière et puis vouloir forcer autre chose? Il faut travailler sur la matière. Il faut accepter de travailler sur la matière, sur les esprits. Je suis tout à fait d'accord. Nous faisons le travail sur les esprits, mais il faut que la loi accompagne. C'est tout ce que nous disons. Parce que vous avez beau faire le travail sur les esprits, si le cadre législatif ne permet pas effectivement
d'assurer la représentativité des femmes, vous ne l'aurez pas. D'accord. Monsieur le porte-parole des femmes, nous allons tirer un verdict de votre passage devant notre tribunal. Bernard Boukma, rapidement, on a 1 minute. Hein. Ok, merci. Bon, la question du quota genre ou de la femme, la participation de la femme en politique, c'est une ancienne question au niveau du Burkina. Les partis politiques d'ailleurs s'en méfient parce qu'ils disent que ça joue sur le positionnement, donc vous pouvez gagner ou vous pouvez perdre en fonction de la liste que vous allez confectionner. Donc c'est un combat de longue haleine qui doit être également mené sur le plan au niveau des pesanteurs sociales. Parce que là, il y a un élément fondamental et c'est beaucoup plus à ce niveau. Vous êtes à Ouagadougou, vous placez quelqu'un, on vous dit vous ne pouvez pas être là et puis vous faire venir quelqu'un par le haut parce que c'est une dame. Non, on n'est pas d'accord et puis ça force le résultat. La loi peut aider. Effectivement, à un moment donné, mais ça veut dire que les partis politiques doivent accepter, sacrifier. S'ils n'acceptent pas, je ne sais pas quels sont les mécanismes de contrainte pour pouvoir faire respecter cela. Parce que lors de la dernière élection, aucun parti n'avait respecté le quota genre. Mais ils s'attendaient à être sanctionnés puisque c'est de l'argent seulement versé et puis continuer. Donc comme on ne prépare le temps. Oui, merci. Bon, je pense que on se comprend tous. Hein. C'est qu'il y a une réalité. Vous ne pouvez pas être plus de 50%. Et puis, lorsqu'on regarde dans l'aspect décisionnel et tout, vous êtes absente. Ce n'est pas normal. Maintenant, comme on y parvient, c'est pour ça, des fois, moi, je suis très critique sur souvent comment on appelle, les stratégies voulues. Il faut travailler sur la masse. Et pour moi, c'est comme ça. Et sinon, même ces femmes-là penseront qu'il y a un combat pour une élite féminine de vouloir se positionner et de les oublier. La question de la participation à la gestion, là, c'est à tout les niveaux. Et pour moi, il faut travailler sur cette matière. Travailler aussi sur les esprits parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui font la barrière. Et en politique, c'est ça aussi la réalité. Mais regardez la question de notre débat. Parce que la politique, là, c'est pas seulement se faire élire. Il faut participer au débat. Et regardez les chroniqueurs, les polémistes et tout que nous avons sur nos plateaux. On a plein de plateaux aujourd'hui de télé. Rarement vous verrez des femmes venir et venir apporter leur contribution dans le débat. Mais elles ont la capacité, mais on ne les voit pas. C'est pareil même quand on parle de la question même de politique. Il faut pour moi aussi cette dynamique volontariste-là. Et ça doit s'affirmer. Il parle du Sénégal, il y a des pesanteurs culturels. Mais le Sénégal, regardez les plateaux sénégalais, vous allez voir ces femmes qui viennent, qui traînent à drager aux hommes. Ah oui. Mais parce que c'est comme ça. Si chez nous, on sent que quelques femmes qui parlent, alors qu'il y a des capacités, il y en a qui préfèrent rester et critiquer, ce n'est pas normal. Et pour moi, il faut cette dynamique volontariste. Il faut travailler aussi sur la base parce qu'on a nos femmes qui sont dans les milieux ruraux, qui sont en regroupement, mais qui impactent dans leur société. Il faut leur dire comment est-ce qu'on peut vous intéresser, de sorte à ce que ce qui se passe à la mairie, là, vous puissiez avoir votre mot à dire, parce que même la mairie, c'est qu'elle génère là, c'est même pas loin de ce que vous-même, de femmes, là, vous disiez, vous avez. Tant qu'on n'a pas ce discours, ça ne va pas changer. C'est pas les petits positionnements qu'on va faire là qui va changer la donne. Faut travailler sur la réalité qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, c'est la façon et la bonne façon d'adresser la question. Voilà, en tout cas, le débat reste d'actualité, il reste toujours posé, et comme l'a si bien dit Geoffroy, c'est pas une question de pour ou contre, mais de comment on va y arriver, c'est une question de démarche et de postulat, et nous estimons qu'il y a des préalables, les organisations aussi de défense des droits des femmes aussi estiment qu'il faut aller maintenant à la parité. On espère que la question sera examinée avec toute l'attention possible par les membres de ce dialogue politique au niveau initié par le président du FASO. Merci à vous, Urbain Yamourou, d'être passé et défendre la voix des femmes et la cause des femmes. Que nous défendons aussi. Nous défendons aussi, exactement. Mesdames, Messieurs, on vous retrouve demain mercredi pour la 3e convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.